Plus de 100 ans de l'histoire dont nous ignorons tout. Voici ce que représente le siècle oublié. Il serait difficile de spéculer sur ce qui s'est passé durant ce siècle, puisque par définition, il représente un vide. Alors comment deviner comment il a été créé? Sur ceci, nous y reviendrons. Ce que nous savons par contre, est pourquoi il a été créé. Le gouvernement a cherché à faire disparaître toutes les traces de l'ancien royaume et de Joy Boy. On se demandait pourquoi un siècle, mais finalement 100 ans est assez suffisant pour cela. 100 ans suffisent pour raser des îles, supprimer des témoins, ou bien mettre fin à des lignées sur plusieurs générations. Nous savons aussi que Poséidon renaît tous les 100 ans. Il paraît donc évident de comprendre que le gouvernement agissait selon un agenda qui lui était presque imposé par la nature. Il vient alors la question du comment ce siècle oublié a été créé. Bien que l'on a une bribe de réponse avec les massacres d'Ohara, cela ne nous dit pas comment on a pu oublier l'ancien royaume, Wano ou bien d'autres personnes importantes. C'est ici que vont intervenir ce dont je vous ai parlé plus tôt, le pouvoir des rêves, le temps et la mémoire. Comme je l'ai théorisé, les rêves ont été transmis par les habitants de l'ancien royaume pour que l'on puisse les retrouver. On peut imaginer cela comme une sorte d'inception. Et l'idée qui aurait été greffée dans cette inception d'il y a 800 ans, ce serait « Retrouvez-nous, retrouvez cette Fairyverse que nous voulions construire ». Et tous les hommes, sans le savoir, suivraient cette inception. Et pour accomplir cela, ils devront se réveiller. Mais nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Avec eux est ensuite venue l'histoire des poneglyphes, l'histoire étant un des outils de la mémoire du passé. Et tout cela est transmis à travers le temps. Nous avons donc bien les 3 variables pour que l'ancien royaume puisse renaître. Or si nous savons que nous ne pouvons pas toucher aux rêves, il est possible d'influer sur la mémoire collective avec de nombreuses armes. Dans ma théorie sur le royaume poneglyphe, nous avions dit qu'une de ces armes était le pouvoir du nom. En effet, cela paraît presque inutile de détruire quelque chose pour le faire disparaître. Tout ce que l'on a à faire est de changer le nom. George Orwell nous l'avait dit dans la dystopie de 1984. Et bien des choses nous l'ont confirmé récemment. Mais est-ce que changer le nom des choses suffit à pouvoir jouer sur la mémoire collective? Je ne pense pas. Et si il existait un autre pouvoir, capable de jouer sur la mémoire collective? Et ceci est bien ce que je vais proposer. Oui, il existe bien un pouvoir capable de jouer sur la mémoire collective. Quelque chose lié à l'anti-rêve, le pouvoir du sommeil. Et je vous vois venir. C'est là que vous me direz, mais baron Samedi, on ne peut pas rêver sans dormir. Et vous avez raison. Si nous ne dormons pas, nous sommes incapables de rêver. Il est bien important de rappeler une chose, c'est que le rêve arrive bien plus souvent dans la dernière phase du sommeil que durant les 3 premières. En d'autres termes, nous rêvons bien plus lorsque nous sommes sur le point de nous réveiller que lorsque nous sommes dans un sommeil profond. Mais où est-ce que cette petite information va nous mener? Eh bien mes amis, outre que le rêve, qui est la clé pour rejoindre Laugh Tale, quelles sont les 2 choses qui reviennent souvent dans One Piece? Le sommeil et la capacité d'éveil. Des termes qui sont liés à des grands personnages qui symbolisent une chose. Revenons sur chacun d'entre eux. En premier pouvoir, nous avons le sommeil, qui comme son nom l'indique, représente 2 choses dans notre monde et dans celui de One Piece, la mort et évidemment l'oubli. Pour faire un petit rappel dans la mythologie, il ne faut pas oublier que le dieu du sommeil Hypnos était le frère de Thanatos, la mort. Et dans One Piece, il existe bien 2 personnages qui possèdent ces caractéristiques de sommeil et de mort. Le premier étant Cavendish, qui lorsqu'il s'endort, entre dans une phase d'hypnose et sème la mort sur son passage. Et bien évidemment le plus connu de tous, Barbe Noire, qui n'a jamais dormi une seule fois dans sa vie, car s'endormir pour lui signifiait risquer la mort. Ceci selon la rumeur de Shanks. Mais dans cette histoire de sommeil, reste alors la question de l'oubli. Mais vous le comprenez tous, nous oublions tous des choses lorsque nous dormons et que nous nous coupons de tout. Enfin ceci en apparence, car en réalité, notre cerveau ne s'arrête jamais. Nous ne cessons jamais de penser. Et nos pensées, notre mémoire, se manifestent durant une autre période, lors du rêve. Attardons-nous sur le second pouvoir. Le rêve lui s'oppose au sommeil, car contrairement à lui, il n'est pas lié à l'oubli, mais au souvenir. Le rêve est la manifestation de ce que nous avons enfui en nous dans le passé. C'est ce qui veut revenir à la surface, ce qui est dans le subconscient. Les rêves ne sont donc pas que des ambitions. Ils se retrouvent aussi dans des croyances, ou bien des religions qui sont liées à un dieu du soleil. Et si les rêves des hommes ont été suggérés par les habitants de l'ancien royaume, alors on comprend pourquoi le gouvernement redoute tant les rêveurs et donc les dit. Ce qui nous amène à une chose, ce que tous veulent éviter, l'éveil des esprits. L'éveil, le 3e pouvoir, est sans doute le plus obscur. Nous ignorons tout de lui, mais nous en avons entendu parler. Nous ne savons pas comment un utilisateur du fruit du démon s'éveille, mais on peut imaginer que là encore, cela a un rapport avec le démon qui sommeille en lui, et que surtout, de savoir qui on est réellement, ses objectifs ainsi que ses rêves. En quelque sorte, de révéler sa lumière. C'est là que le concept d'éveil se rapproche de celui de notre monde. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous poser une question. Ne vous est-il pas déjà arrivé d'être dans un rêve qui vous paraît tellement vrai que vous ne pouvez pas en sortir et qu'un simple petit détail, un tout petit détail, arrive à vous en faire sortir? Eh bien l'éveil, ce serait ceci.
ce qui pourrait expliquer pourquoi le troisième œil est si important dans l'œuvre. Les gens de la tribu du troisième œil, en éveillant leur troisième œil, ils verraient qu'ils sont en fait en train de dormir. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que pour sortir d'un rêve, il faut que l'on constate qu'il y a un détail étrange qui se rapproche de la réalité, mais qui en même temps est totalement factice, mais aussi on est capable de sortir du rêve en mourant. La mort permet de nous faire accéder à quelque chose de nouveau, elle permet de nous réveiller et donc d'atteindre un certain éveil. Ce qui pourrait expliquer le sourire des dits lorsqu'ils rendent leur dernier souffle. Parce que enfin, ils voient leur monde tel qu'il est vraiment et qu'ils reviennent à Laugh Tale. Alors est-ce que la mort permet d'atteindre l'éveil? Je ne sais pas. Et il est d'ailleurs étrange que Barbe Noire, qui soit le seul personnage à ne jamais avoir dormi, soit celui qui est capable de connaître tous les secrets de ce monde. Peut-être que nous approchons le secret de l'éveil. Maintenant, en appliquant ces trois pouvoirs à tous les habitants de ce monde, nous trouvons comment le gouvernement a fait pour créer le nouveau monde ainsi que le siècle oublié. Il a tout simplement plongé le monde dans un espèce de sommeil profond, ou bien ce que l'on pourrait appeler une hypnose. Mais au fil des siècles, des êtres nommés dits sont réapparus d'une région oubliée du monde, Laugh Tale. Et ces êtres spéciaux, ces rêveurs, avaient donc la capacité de rêver et donc de briser cette hypnose et d'inspirer les autres à s'éveiller à leur tour. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. Et tout ceci nous est confirmé par la mythologie scandinave. Car comment Odin, le père des dieux, peut surveiller tout ce qui se passe dans son royaume et dans les 9 mondes? Par ces 2 corbeaux qui l'accompagnent toujours, la pensée et la mémoire. Ce qui nous rappelle le pouvoir du gouvernement qui est capable d'effacer une lumière de l'histoire. Mais plus qu'Odin, il y a aussi Frigg, sa femme, qui est capable de voir le destin de chacun à travers le temps. Or les 2 dieux ont cette capacité car ils peuvent tous les 2 s'asseoir sur un siège magique sur lequel aucun dieu n'a le droit de se poser. Or cela ne vous rappelle-t-il rien? Enfin nous y sommes. Le trône vacant pourrait bien être une allusion au trône d'Odin et de Frigg. Un siège magique où l'on peut voir le monde entier, contrôler le destin de tous les hommes et contrôler la pensée et la mémoire de chacun. Voici donc ce qu'est le monde actuel. Le monde de One Piece est un monde endormi qui est sur le point de se réveiller. Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés. Qu'est-ce que la matrice? Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Maintenant, vous avez tous les droits d'en douter. Cependant, si vous avez adhéré à ma théorie sur Laugh Tale, nous avions convenu qu'en réalité dans One Piece, il n'y avait pas qu'un seul monde, mais 2 qui coexistaient, réunis par un portail. Et quel est ce portail? Eh bien nous le savons désormais, c'est la Reverse Mountain, le grand serpent rouge de sang que les géants et les baleines essayent d'abattre. Et comme je l'ai déjà dit, Laugh Tale semble en dehors du temps et de l'espace. Ce qui veut dire qu'il est possible que Laugh Tale ne soit pas morte, mais qu'elle soit encore en vie, mais seulement dans un autre espace-temps, et qu'elle ne redevient la Laugh Tale d'il y a 800 ans seulement à certaines conditions, et pour les dits qui viendraient de cette île. Or là vous allez me demander, mais pourquoi Baron Samedi nous parles-tu de cela? Mais parce que mes amis, cette information pourrait tout changer à notre histoire. Car cela pourrait nous pousser à nous questionner sur la véritable nature de notre monde. Car souvenez-vous, dans notre théorie, les rêves n'appartiennent pas aux hommes mais sont suggérés par les habitants de l'ancien royaume. Ce qui veut dire que si nous nous amusons à comprendre les symboles comme nous le faisons depuis le début de ma chaîne, toute l'histoire changerait de sens. Les Chandia qui voudraient retrouver leur verse seraient en réalité les dits de Laugh Tale qui voudraient retrouver leur royaume dépouillé. Ce que d'ailleurs fera Doflamingo lorsqu'il retournera à Dressrosa. Et les hommes poissons qui rêvent de retrouver le soleil auraient en réalité ce rêve car c'est celui des dits de Laugh Tale qui sont enfermés dans une cave de la Reverse Mountain depuis 800 années. Et qui, eux, espèrent retrouver le soleil après 800 années. Et on pourrait continuer ainsi avec beaucoup de rêves, dont notamment celui du roi des pirates, car le titre de roi des pirates est celui de l'homme le plus libre, ce que pourraient viser les dits de Laugh Tale qui, eux, recherchent la liberté, et leur royaume de pirates. Encore une fois, nous retrouvons cette idée de rêve originel, ce qui voudrait dire que le monde de One Piece que nous pensions le nôtre, celui que nous lisions, n'est peut-être pas le bon. Comprenez-vous désormais? En d'autres termes, le monde de One Piece serait possiblement un monde inversé, un monde détraqué, un monde en reverse. Un monde en reverse. Alors est-ce que cela est possible? Que le monde soit totalement inversé? Peut-être par un prodige du temps ou de l'espace? On pourrait avoir des doutes, mais il y a une phrase qui est très importante, c'est celle de Goldie Roger lorsqu'il rencontre Rayleigh pour la première fois. Il parle bien de ses objectifs, dont un, qui n'est pas de devenir le roi des pirates. Non, la première phrase de Roger est tout simplement qu'il veut retourner le monde. Peut-être le remettre à l'endroit, le réinverser. Donc oui, cette idée d'un monde inversé est possible. Et ceci changerait non seulement la notion de l'espace, mais aussi du temps.
ce qui pourrait expliquer pour quelle raison Laugh Tale est une île différente et en dehors du temps, ou bien comment Joy Boy a pu voyager sur 800 ans, et surtout pourrait nous donner la réponse de quand le siècle oublié a été créé, car la réponse n'est peut-être pas celle que vous croyez. Mais pour vous expliquer ces notions de temps, je vais devoir vous parler d'une île de légende, appelée Zanarkand. Connaissez-vous ce royaume? Beaucoup doivent le connaître. Il est apparu il y a de cela 20 ans dans le jeu vidéo Final Fantasy X. Ceci peut paraître hors sujet, mais écoutez cette histoire. Zanarkand était une cité technologiquement avancée qui a disparu lors d'une très grande guerre. C'était une cité dirigée par Yu Yevon, un roi qui savait son royaume perdu et qui tentera de le sauver en créant une invocation qui se transformera en monstre appelé Sin. Le monstre Sin attaquera un jour Zanarkand. C'est ici que Tidus, le héros de cette histoire, sera arraché à son royaume et sera transporté sur une île. Là, il rencontrera des amis et il se lancera avec eux dans une quête pour détruire Sin. Leur voyage, qui doit se terminer à Zanarkand, les amènera à rencontrer des invocations capables de détruire le monstre. Néanmoins, c'est arrivé à Zanarkand que nous découvrirons la vérité sur toute l'histoire. Et là, Tidus réalisera alors. Sous ses yeux, on verra Zanarkand en ruine, détruite, vide de vie et pleine de fantômes, et cela depuis déjà 1000 ans. Nous comprenons alors la vérité. Tidus ne vient pas d'un autre espace, mais il vient aussi d'un autre temps, celui du passé. Et la Zanarkand dont il vient n'était pas réelle, elle aussi était une invocation. Une Zanarkand rêvée, la Dream Zanarkand. Or, ce petit conte ne vous rappelle-t-il rien? Nous avons presque ici l'histoire de Laugh Tale, non? Cependant, je vais briser vos espoirs. Avant que nous sautions sur des conclusions beaucoup trop rapides, Final Fantasy est arrivé bien après One Piece, ce qui voudrait dire que ce que j'ai dit ne sert pas réellement à grand chose. Eh bien, je dois concéder que vous avez raison, et en même temps vous annoncer que vous avez tort à la fois. Car ce qui compte dans cette histoire n'est pas que Oda n'a pas pu s'inspirer de Final Fantasy, ce qui compte, c'est que Final Fantasy et One Piece sont toutes les deux des œuvres japonaises inspirées par un même folklore, les mythes japonais. Et ici, dans l'histoire de Tidus, est celui de Susanoo, un dieu colérique vivant dans le monde des dieux et qui sera propulsé dans le monde des hommes pour accomplir une mission avant de retourner dans son monde. Ceci est presque l'histoire de Luffy, qui lui, n'est pas un dieu colérique, mais tout ce qu'il y a de plus joyeux. Et bien sûr, ceci nous rappelle bien l'histoire de Laugh Tale et du siècle oublié. Et comme pour Susanoo, Luffy n'est pas de ce monde et va bientôt devoir retourner à Laugh Tale. Mais alors vient se poser une question, c'est que si Luffy, qui est donc Joy Boy, est amené à disparaître car il n'est pas de cette époque, qu'est-ce qui s'est passé plus tôt lors du vide de 100 ans? Ceci est une bonne question mes amis, mais pour moi, elle est très mal posée. Car en réalité, nous voyons dans cette théorie que le temps n'existe plus à Laugh Tale. Sur cette île, cette variante est figée. Donc si Joy Boy est Luffy, et que Luffy réussit à accomplir ses alliances, le Rio Poneglyph nous raconte bien l'histoire du manga One Piece actuellement, alors ceci explique pourquoi le vide de 100 ans existe, ou plutôt, existera. C'est là que vous comprenez désormais là où toutes mes vidéos mènent. Vous comprenez pourquoi je parlais de paradoxe temporel. Sinon, laissez-moi reformuler. Le vide de 100 ans ne sert pas à nous faire oublier le passé. En vérité vrai, le vide de 100 ans sert avant tout à faire oublier le temps présent et par conséquent le futur. Le Rio Poneglyph, comme dit dans ma vidéo, nous raconte l'histoire de Luffy dans le présent, l'histoire du manga One Piece, de la chute de Kaido, de Crocodile et de bien d'autres. L'histoire que nous lisons actuellement est l'histoire du roi des pirates que le gouvernement cherchera absolument à faire oublier. Et ainsi, on supprimera le nom de monde qui dit Luffy de tous les livres d'histoire. Mais, le peuple se souviendra de lui sous le nom de Joy Boy. Ce qui voudrait dire que le vide de 100 ans, l'oubli de Luffy et des Mugiwara, n'arrivera pas 800 ans plus tôt, mais bel et bien à la fin de notre histoire. Le vide de 100 ans arriverait par un miracle dû à la disparition de Laugh Tale et de Luffy qui serait revenu à son point de départ. Le peuple serait alors endormi durant 100 années, puis près d'un siècle après, tout recommencerait pendant 800 années, et ainsi, nous serions dans une boucle sans fin. Mais est-ce que cette sombre boucle est amenée à disparaître? Quand est-ce que ce cycle sera enfin brisé? Pour ma part, je crois que nous sommes aujourd'hui arrivés à la fin de tout ceci. Nous sommes enfin arrivés au jour que Im craint par-dessus tout, le jour du Ragnarok. Qui est Im? Dans l'épisode qui lui était consacré, nous l'avions assimilé à Ymir, la première créature du monde, renversée par les trois dieux. Mais nous avions aussi assimilé Im à Chronos, le titan, et Yama, le dieu des morts et juge des âmes. Puisque nous savons aujourd'hui que Im n'est pas le méchant que l'on croit, nous pouvons nous poser la question de quelle est sa réelle mission. Bien évidemment, si dans les mythes de notre monde, Ymir et Chronos sont vus comme les méchants de l'histoire, dans One Piece, tout porte à croire que Im est un personnage tragique. N'oublions pas qu'avant Chronos, régnait son père Uranos qui maltraitait Gaïa, la terre-mère.
Uranos dans notre histoire représentant l'arme antique Uranus, mais aussi le peuple des étoiles qui a détruit la Fairyverse. Ce qui voudrait dire que Im, tout comme Chronos dans la légende, a sauvé Gaïa et donc la Terre. En s'opposant aux siens, Im a fait ce qui lui semblait juste, et depuis, il est le seul capable de s'asseoir sur le trône vacant. Ce qui est un malheur pour lui, car il a le devoir de sacrifier des lumières pour le bien commun. Comme je le dis toujours, n'oublions pas la réaction des 5 étoiles, attristés de devoir détruire l'île d'Ohara. Et lorsque l'on fait une comparaison entre One Piece et la mythologie, on voit bien que Im ici a pris le rôle d'Odin et de Frigg. Alors oui, Im représente Ymir, mais lorsqu'il s'assoit sur le trône vacant, il prend bien le rôle d'Odin et de Frigg, ceux qui sont capables de voir à travers les fils du destin. Il a désormais le pouvoir sur la mémoire collective, mais peut aussi voir le destin du passé, du présent et du futur de chaque homme, ce qui le pousse à accomplir les plus grandes monstruosités pour le bien commun. Voilà la malédiction de Im, voilà le fardeau qu'il porte désormais sur ses épaules. À lui a été donnée la mission d'éviter la fin du monde, le Ragnarok. J'ai déjà parlé de ce qui avait pu se dérouler dans le passé. La guerre des Dits et des Tenryubito correspond presque à celle des dieux scandinaves face aux géants. Maintenant, essayons de les comparer aux légendes grecques, car il existe bien 3 guerres dans les légendes. La rébellion de Chronos contre son père Uranos, la Titanomachie et ensuite la Gigantomachie. Revenons sur ces 3 guerres. La rébellion contre Uranos nous révèle des faits importants. Déjà celle que Chronos n'était pas seul lors de la bataille contre son père, mais qu'il était accompagné par des cyclopes, une race très importante. Pourquoi ? Car il y a bien une race dans le manga One Piece qui nous la rappelle. Et celle-ci est la tribu aux 3 yeux qui semble prendre de plus en plus d'importance dans le manga. Et ce sont ces mêmes cyclopes, accompagnés des géants, qui seront trahis par Chronos quelque temps plus tard, ce qui les poussera à suivre le fils de Chronos, Zeus, dans sa guerre contre son père à son tour. Et ce sont encore ces mêmes cyclopes qui forgeront les armes de Zeus et de ses frères Poséidon et Hadès, ce qui leur donnera la victoire. Et bien plus tard, Gaïa et les géants s'associeront pour abattre Zeus et les dieux qui ont pris le pouvoir sur la terre. Les enfants de Gaïa, invisibles et immortels, affronteront Zeus, qui pour cette bataille bloquera le soleil, la lune et l'aurore. Et là, je sais que vous commencez à voir les symboles, mais nous allons quand même les transposer à l'histoire du monde de One Piece. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, Oda déforme les choses, mais nous avons bien les grandes lignes de l'histoire. Si on transpose, Uranus, et donc le peuple des étoiles, est venu sur la Fairyverse et l'a détruite, ce qui aurait pu pousser Im à s'associer avec d'autres peuples pour sauver la Terre. Ou peut-être que Im a participé à la réunification des peuples avec Joy Boy, mais comme on le voit avec Chronos, Im a sans doute été amené à choisir les 20 royaumes qui craignaient les Dits. Encore une fois, il ne faut pas oublier que les Dits n'étaient peut-être pas aussi louables qu'on le pense. Mais ce qui est intéressant, ce sont les parallèles. Là encore avec Chronos, on a une histoire de traîtrise avec les cyclopes et les géants, et c'est ce que l'on a dans notre histoire. Im aurait donc trahi les Dits, qui sont ici représentés par les géants, ainsi que les cyclopes avec la tribu des 3 yeux. Et ces derniers auraient alors rassemblé les 3 armes antiques, comme pour Odin, Vili et Vé, représentés par Zeus, Poséidon et Hadès, ou comme on devrait les appeler, Uranus, Pluton et Poséidon. Mais comme vous le voyez, il y a un petit problème. Vous me le direz, Zeus et donc Jupiter n'existent pas dans le monde de One Piece. Ce à quoi je répondrai que vous avez raison. C'est là qu'encore une fois, les théories ne sont que des théories. Il y a toujours des choses qui nous manquent. Mais il y a une autre symbolique à ceci, car Zeus dans les mythes est le fils de Chronos, et c'est autant un sauveur qu'un oppresseur, comme son père était devenu un sauveur avant de devenir un oppresseur. Et n'oublions pas une chose, dans le monde de One Piece, les armes antiques ont perdu et attendent leur revanche. Cela laisse 2 possibilités de scénario. La première serait celle selon laquelle Zeus a bien remporté la guerre et devient un oppresseur. Cela veut dire que Im a été dupé par les hommes, devenus désormais des dieux, et que donc les géants, ici les Dits, vont être amenés à revenir pour se venger, comme dans la Gigantomachie. Et c'est bien ce qui se passe actuellement dans l'histoire. Les Dits, les fils de la Fairyverse, donc de Gaïa, sont de retour pour affronter les Tenryubito, comme dans la légende, et qui comme Zeus, ont bloqué le soleil, la lune et l'aube. Mais à tout ceci, il existe une seconde possibilité, selon laquelle Zeus devienne désormais le sauveur. Et dans ce cas, il ne peut y avoir qu'un seul prétendant à ce titre, Monkey D. Luffy, ou en réalité, la lignée des Monkey D. Je ne sais pas encore en quoi, mais il y a souvent des références qui sont faites aux singes dans notre œuvre, sur l'île de Mihawk, et aussi dans la mini-aventure de Gedatsu, où le roi singe construit un royaume en l'absence de Gedatsu, qui représente le peuple de la lune, venu sur la Fairyverse. Néanmoins, bien que nous ne sachions pas pourquoi les Monkey D sont spéciaux, dans l'histoire on peut le comprendre avec la légende, car Zeus, dans la légende, est destiné à renverser Chronos, et c'est Chronos apeuré qui cherchera à tout prix à le dévorer. Mais par la ruse, sa mère prendra l'enfant, le remplacera et le cachera dans une caverne de la montagne d'Ida où il grandira en attendant de détrôner son père. Et ici, l'allégorie devient alors évidente. Luffy comme Zeus a bien été envoyé dans le futur pour fuir la fureur de Im.
Si on continue sur la théorie de Laugh Tale, qui a d'ailleurs été corroborée par Kaishin, il a bien été caché dans une caverne d'une montagne, qui nous rappelle bien la Reverse Mountain, et Laugh Tale qui est à l'intérieur de cette Reverse Mountain. Bien évidemment, tout cela fonctionne si nous continuons sur notre théorie que Laugh Tale est dans la Reverse Mountain, comme le dit si bien le youtubeur Kaishin dans sa vidéo. Donc avec cette histoire de caverne et de montagne, on peut croire que tout était sous nos yeux. Comme les 5 grandes planètes de notre système solaire, Pluton qui représentera les enfers, Neptune et donc Poséidon, Uranus et le peuple dédié, Saturne dont les symboles sont les sabliers et la faucille, qui est ici représentée par Chronos et donc Im, ainsi que Jupiter et la lignée des mondes Kidi. Et tous ces 5 vont être amenés pour l'ultime guerre à venir, le Ragnarok. Il est dit qu'un jour viendra la fin des temps et que nul ni personne ne pourra l'en empêcher, qu'un hiver de 3 ans sans soleil annoncera l'ultime bataille pour la survie des mondes, que les pères et les fils s'entretueront et que tous les hommes ainsi que les dieux mourront. On appelle cette tragédie Ragnarok. Elle est écrite dans les fils du destin que Odin, père des dieux, et que Frigg, mère de toutes choses, peuvent voir sur leur trône magique. C'est d'ailleurs par Frigg, obsédée par l'idée de venger son fils, que viendra ce Ragnarok. Car en enfermant Loki, elle ne se rendait pas compte qu'elle venait de libérer la rage de l'instigateur de cette fin du monde. Car lorsqu'il sera libéré, le dieu du chaos Loki embrassera sa nature de géant et rassemblera les siens pour la guerre finale. Et beaucoup d'ennemis des dieux d'Asgard se rassembleront à ses côtés, notamment ses 3 enfants. Parmi eux se trouvera Fenrir, le loup ténébreux, qui dévorera le soleil et affrontera Odin dans un combat à mort. Jomurgand, le serpent gigantesque qui se lancera vers Asgard et affrontera son rival Thor avant de rendre l'âme. Hel, la déesse du royaume des morts, qui réveillera l'armée des défunts et qui affrontera les guerriers du Valhalla. Surt, le géant de feu qui affrontera Freyr au prix de sa vie. Ainsi que Garm, le chien des enfers de Hel, qui tuera le dieu de la guerre et de la justice, Tyr. Les 9 mondes seront alors ravagés par des déluges d'eau et de feu, avant qu'enfin, de toute cette catastrophe, renaisse la vie. Ceux qui seront aptes à survivre devront se cacher en dessous de l'arbre d'Yggdrasil dans ses plus profondes racines. Et alors, de nouveaux hommes viendront à la surface et repeupleront la terre. Les dieux que l'on croyait morts reviendront à la vie, et un nouveau soleil naîtra et éclairera les mondes. Voilà ce qu'est le Ragnarok. Voilà ce que craignent Im et le Gorosei. Là nous pouvons observer les allusions. Si l'on voit l'histoire d'Oda, les parallèles entre l'histoire nordique et celle de One Piece sont presque évidents. De nombreuses associations peuvent être faites. Loki, ou comme nous devrions l'appeler, Doflamingo Don Quichotte. Car Doflamingo, comme Loki, partagera le sang des dieux Tenryubito, mais aussi des géants assimilés aux Di. Une autre preuve que les Di et les Tenryubito sont des frères, comme nous le montre la mort de Corazon et de son père. Et c'est par Doflamingo que viendra la fin du monde, car sa chute vient de perturber l'équilibre des empereurs. C'est pourquoi plus jeune, lors des premières ébauches de cette théorie, je pensais qu'il serait l'adversaire final de Luffy, aujourd'hui à tort. Mais il est très intéressant de parler du rival de Luffy, car dans la mythologie nordique, il y a bien une personne qui est liée à Loki et qui correspond au rival de Luffy dans notre œuvre. Il s'agit de Fenrir, le loup des ténèbres, qui dévorera le soleil et qui n'est pas sans nous rappeler le personnage de Marshall Dietrich, ou bien, comme on devrait l'appeler, Barbe Noire. Quelque part, on peut dire que le pirate veut récupérer le trône et il sait tuer le Odin en place, le roi qui peut être assimilé à Im. Le loup Fenrir a d'ailleurs beaucoup de ressemblances avec Garm, le chien des enfers, et qui peut donc être associé à Cerbère. Or, je me souviens que beaucoup imaginaient que le fruit de Barbe Noire était sans doute le fruit du Cerbère. Et d'ailleurs, par qui Garm sera tué lors du Ragnarok, c'est par le dieu Tyr, qui est un dieu manchot, et qui est le dieu de la justice et de la bonne guerre. Tyr qui, comme vous le savez, a sacrifié son bras pour emprisonner Fenrir. Est-ce que cette histoire ne vous est pas familière? Il reste encore 2 enfants à Loki, alors essayons de trouver à qui ils correspondent dans notre histoire de One Piece. Jomurgand, le serpent gigantesque, est comme nous l'avons identifié, la Red Line. C'est le serpent rouge de sang qui parcourt toute la Terre. Dans la légende, le rival de Jomurgand est Thor. Thor que j'avais déjà comparé à Eneru, le dieu de la foudre, obsédé par la Fairyverse. Alors que devons-nous comprendre de cette allégorie? Doit-on croire que pour atteindre la Fairyverse, Eneru devra détruire la Red Line? Ou bien que la Red Line est la Fairyverse tant recherchée? Cela je l'ignore. À vous de trouver votre conclusion. À la fin, il restera plus que Hel, la déesse du royaume des morts, qui lancera son armée des défunts. La déesse Hel, comme vous le voyez, est entre 2 mondes. Elle est comme une énigme, tout comme son royaume. Il est très difficile de savoir à quoi elle correspond. Helheim est différent de tous les royaumes et partage beaucoup de points avec Sveldheim. Tous les deux sont des royaumes sombres, brumeux, et on peut y penser qu'il y fait très froid, comme un certain endroit dont pourrait venir un certain pirate qui ne dort pas, ou comme un endroit dans Marijoa où étrangement il fait extrêmement froid.
Il faut aussi noter que la déesse Elle partage aussi de nombreux points communs avec Im. Elle est à la fois morte et vivante, et vit dans le froid et préserve les morts. Aussi son royaume est à l'opposé du Valhalla, qui est chaleureux et qui accueille les morts. Et cela m'a fait venir une toute petite dernière théorie. Peut-être qu'en réalité, Helheim et Valhalla représentent tous les deux l'île des morts, aussi appelée Laughtale. Ce qui pourrait nous faire reconsidérer les choses. Comme je l'ai déjà dit, il existe sans doute deux Laughtale. Et peut-être que en remplaçant cette dualité de Helheim et de Valhalla, on en arrive à ces deux Laughtale. La première Laughtale serait celle détruite, sombre, froide. Et ce serait peut-être de cet endroit que viendrait Barbe Noire. Et dans le même espace, mais seulement dans un autre temps, il existerait une autre Laughtale, encore chaleureuse et encore vivante, dont viendrait Luffy. Ce qui soulignerait encore l'antagonisme entre ces deux personnages. Et si je dis cela, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous notons bien un lien évident avec le Ragnarok et Barbe Noire. Car de qui s'inspire Barbe Noire? D'un certain pirate nommé Chebek, aussi dit Rox. Le nom de Rox est de retour dans le Nouveau Monde depuis quelque temps. On le voit d'ailleurs dans les techniques de Luffy, avec le Red Rock, mais aussi avec les techniques de Kaido, mais aussi chez Barbe Noire. Or, comment se nomme la fin des temps? Le Ragnarok. Avec ces toutes petites coïncidences, doit-on penser que les Rox apporteront la désolation au monde? Eux qui sont liés au soleil, et donc à la famille Kurozumi, qui signifie la roche, mais aussi le soleil noir? Il est très difficile de voir là que des coïncidences. Pour moi, mes amis, tout est lié depuis tout ce temps. Et le Ragnarok est bel et bien sur le point d'arriver. Mais vient alors une question. Serait-il possible que celui-ci soit déjà arrivé? Non pas une seule fois, mais un nombre infini de fois. Je vous le rappelle, nous sommes possiblement dans une boucle temporelle sans fin. Or, dans la légende, il est bien dit que pour survivre, les hommes se cacheront sous l'arbre Yggdrasil. Or, n'est-ce pas ce que nous avons vu avec les hommes poissons et l'arbre d'Ève, ainsi que l'arche Noah? Mes amis, pourquoi utilise-t-on une arche? Pour sauver des peuples d'une catastrophe. Noé l'avait fait pour sauver le monde du déluge. Il avait pris tous les animaux du monde par paire et les avait mis dans son arche pour que ceux-ci puissent repeupler la terre. Et quel est le monde de One Piece actuellement? C'est un monde où il n'y a que de l'eau, où il y a peut-être eu un déluge. Comme le disait Kramer, encore une fois, nous revenons à la genèse de cette théorie, mais aussi à la genèse de notre monde. Ce qui implique que le Ragnarok aurait déjà eu lieu, et on aurait rassemblé les races des 9 mondes dans l'arche de Noah avant de repeupler la terre comme je l'ai dit. Et depuis tout ce temps, ces peuples attendraient leur champion. Car oui, il y a bien un dernier secret que je ne vous ai pas révélé. Certes, je vous ai annoncé le retour des dieux, mais je ne vous ai jamais dit qui allait revenir. Dans la légende nordique, il y a un dieu que tous aimaient et qui reviendra du royaume des morts. Ainsi, je vais en profiter pour conclure cette série de théories sur une note d'espoir. Car le Ragnarok n'est pas une fin en soi. Le Ragnarok est un renouveau. Il faut que certaines choses meurent pour que quelque chose de mieux puisse renaître. Et peut-être que c'est là toute l'erreur de Im. Im avait eu tort en essayant d'empêcher celui-ci d'arriver. Car sans le Ragnarok, il n'y a pas de renouveau et il n'y a pas le retour du dieu que tous aiment. Et cette ironie du sort est que le dieu par qui le Ragnarok a commencé est celui qui le sauvera. Il s'agit d'un dieu dont tout le monde avait pleuré la perte et qui était inacceptable pour les 9 mondes qui lui vouaient un amour inconditionnel. Un dieu magnifique, d'une grande bonté, un dieu baigné dans la lumière et la joie. Le dieu Balder renaîtra des enfers, puis grâce à lui débutera un nouveau monde pour les hommes, un monde éclairé par un nouveau soleil, radieux, chaleureux, une nouvelle ère de paix, une invitation à tous les hommes à la liberté. Et lorsque Balder renaîtra, là enfin nous pourrions dire que nous sommes arrivés au bout de notre histoire, au bout de ce que l'on peut l'appeler la Grande Line. Adieu les pirates.